Cette semaine, les ateliers d'IFTM vous proposent de prendre le large. Nous allons parler croisière, un secteur dont les bateaux sont à l'arrêt depuis un an en raison de la crise de la Covid. Comment va-t-il repartir? Quelles mesures sont aujourd'hui en préparation? Cette remise à flot doit-elle s'accompagner par l'émergence de navires écologiquement plus vertueux? Toutes les réponses en compagnie de François-Xavier Isnik et ses invités. Bonjour à tous et bienvenue sur les ateliers d'IFTM, une émission hebdomadaire sur le tourisme que vous pouvez retrouver sur la web TV du site internet de l'IFTM. Depuis un an, malheureusement, la croisière ne s'amuse plus. Alors pour la reprise à venir, les défis sont de taille. Protocole sanitaire, écologie, surtourisme. Dans ces conditions, les vacances sur l'eau vont-elles retrouver la cote après la crise? Eh bien, c'est la question que nous allons poser à nos invités du jour. J'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche Hervé Belaïch, directeur général adjoint du Ponant. Bonjour Hervé. Bonjour. À ma gauche, toujours Raffaele D'Ambrosio, vice-président Europe du Nord de Costa Croisière. Bonjour Raffaele. Bonjour. À ma droite, j'ai le plaisir aussi d'accueillir Patrick Pourbet, directeur général de MSC Croisière. Bonjour Patrick. Bonjour. Et puis à distance, on retrouve Herminio Esquena, président de CLIA France, qui est l'association internationale des armateurs de croisière. Bonjour Herminio. Bonjour. Bonjour. Alors on commence tout de suite par notre première rubrique, le chiffre du jour. Vous le voyez s'afficher à l'écran, 300, c'est le nombre de bateaux de croisière immobilisés par la crise depuis un an. 300 bateaux totalement immobilisés dans le monde. C'est un secteur évidemment quasiment à l'arrêt, comme l'ensemble du tourisme, et les choses ne s'arrangent pas. On est en pleine troisième vague de l'épidémie. Hervé Belaïch, vous me disiez en préparant cette émission qu'au moment où le président Emmanuel Macron annonçait fin mars les nouvelles mesures de confinement, vous étiez en train d'enregistrer des réservations en pagaille. Sincèrement, Hervé, on a un peu de mal évidemment à vous croire. Globalement, l'année a été quand même très très dure. Depuis un an, on vit quelque chose d'impossible pour tous les croisiéristes. On a tous perdu une grosse partie de notre chiffre d'affaires, bien sûr. Pour autant, nous, ce qu'on a vu en mars, comme bon nombre d'acteurs du tourisme, c'est un pic d'activité. Alors pour Ponant, il y a trois choses. La première, c'est qu'on a lancé les offres de 2022. Toutes les croisières 2022 ont été mises en vente. C'est-à-dire c'est 350 destinations différentes, des itinéraires. Et ça, il y a eu un appel d'air. Donc les clients ont appelé pour réserver. La deuxième chose, c'est qu'on a dû annuler malheureusement pas mal de croisières pour avril, mai et en partie pour juin. Et donc les gens, évidemment, ont appelé pour réserver, se reprotéger. Et puis je dirais un troisième aspect qui est un peu une spécificité de Ponant qui gère des petits nombres. On a un nombre de clients raisonnés, maîtrisés. Donc on a appelé tout le monde entre février et mars, tous nos clients, les agences de voyage, pour finalement comprendre ce qu'ils voulaient faire sur cet été, s'ils voulaient revoyager avec nous ou pas. Et ça a donné en fait l'occasion de pouvoir finalement prendre des bookings. In fine, sur le mois de mars, par rapport à tout ce qu'on a fait en 2019, qui est un peu une année de référence, on a fait plus 60% en moyenne hebdomadaire. Donc c'est un gros pic. Oui, c'est évidemment une belle progression. Patrick Pourbet, on le sait assez peu, mais MSC finalement n'a jamais totalement arrêté ses opérations depuis l'été dernier. Depuis l'été dernier, donc c'est vrai qu'on a eu quand même une période qui s'est arrêtée, donc un arrêt entre le mi-mars et mi-août. Donc ça fait quand même 5 mois d'arrêt complet, comme l'entièreté des navires. Et puis en termes de grands bateaux, nous sommes repartis, nous étions les premiers, souvenons-nous, à l'époque les États-Unis étaient encore dans le feu de la crise, j'ai envie de dire, l'Europe soufflait après la première vague. Et donc, on a pu reprendre, on a développé un protocole qu'on a étudié, qu'on a partagé avec l'Europe, avec les différents pays. Alors, on a manqué de cohésion européenne, c'est encore le cas aujourd'hui, je pense, mais on a quand même pu obtenir un accord des autorités italiennes et de Malte, ce qui nous a permis de relancer une série de croisières toutes les semaines à bord du MSC Grandiosa. Et ça a commencé le 16 août. Et aujourd'hui, on a, après un petit arrêt pendant les fêtes, l'État italien nous a demandé d'arrêter pendant les fêtes de fin d'année, mais sinon, on a repris le 26 janvier.
Et donc on a opéré aujourd'hui une trentaine de croisières et on a accueilli plus de 50 000 passagers en toute sérénité. Oui, alors ce protocole sanitaire, on va en reparler un peu plus loin parce que c'est évidemment capital pour la reprise. Raffaele D'Ambrosio, quel est votre état d'esprit? Les annonces du président Emmanuel Macron, est-ce que c'est un coup de massue supplémentaire pour les croisières? Effectivement, on a suivi bien l'évolution de la crise sanitaire en France comme en Europe et on a pas mal adapté notre plan par rapport justement à l'évolution de la crise. Mais aujourd'hui, après un an d'arrêt, un an intense quand même de travail pour des projets d'évolution produits, pour des projets d'évolution du modèle de croisière même, on est plutôt enthousiaste. Et l'enthousiasme va dans la direction de préparer la relance, de le mettre en œuvre, de recommencer. De l'autre côté, on a aussi notre client qui sont impatients de repartir. Et ça nous donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'esprit positif. C'est le retour à le voyage, c'est dans quelque façon aussi le retour à la vie. Herminio Esquena, vous êtes le président de la CLIA, l'Association internationale des croisiéristes. Comment avez-vous réagi à l'annonce de ce troisième confinement? Pour opérer au départ de la France, les croisiéristes ont besoin d'autorisation gouvernementale ou à défaut de dérogation délivrée par les préfets. La décision du confinement, Herminio, a-t-elle stoppé les discussions avec les préfets ou pas? Absolument pas. J'ai envie de dire que nous n'avons pas vocation, bien évidemment, à commenter les décisions du confinement annoncées par le président Macron, leur nécessité, leur justesse. Néanmoins, dans les annonces, on relève ceci, le fait que, enfin, un processus de reprise des activités loisirs dont la croisière a été initié. Il est décliné en 3 étapes qui ont été plutôt clairement illustrées par le président de la République. Et ces 3 étapes s'inscrivent dans un long processus que nous avons initié aussi bien avec les autorités locales, à Marseille, mais ailleurs sur le territoire français, mais bien évidemment également avec les cabinets ministériels qui portent le dossier de la reprise des activités de croisière. Les discussions sont continues et elles vont persévérer. Le dossier de la reprise de nos activités est à l'étude par le CIC, donc par l'équipe portée par le Premier ministre. Les protocoles sanitaires élaborés par la CLIA et repris par l'ensemble des compagnies membres ont été jugés comme étant très robustes, très efficaces. Il faut bien évidemment qu'ils puissent être aussi inscrits dans le territoire, les territoires. On ne peut pas déconnecter la reprise loisirs et a fortiori des activités de croisière avec l'ensemble des territoires, des villes et des ports qui nous accueillent. Alors évidemment, avec le rythme des vaccinations, on sent que le bout du tunnel n'est plus très loin. Comment va s'organiser la reprise dans les croisières? Tout de suite, notre deuxième rubrique, demain, quelle reprise? Raffaele D'Ambrosio, comment voyez-vous la reprise? Vous aviez prévu de reprendre les croisières le 1er mai prochain au départ d'Italie. Est-ce que c'est toujours d'actualité, Raffaele? Oui, bien évidemment. Le phare pour la reprise, c'était la responsabilité, la sécurité et la progressivité, comme venait d'annoncer Herminio pour ce qui concerne la CLIA. Dans ce contexte, bien évidemment, on confirme la reprise le 1er mai de l'Italie. En attendant une reprise qu'on espère de pouvoir faire en France, on a prévu le 13 mai le Costa Smeralda. C'est un itinéraire italien qui va toucher Savone, après c'est Rome, Naples, la Sicile, la Sardaigne. Et dans ce contexte, on espère après progressivement d'avoir aussi des autres bateaux. Le Costa Luminosa pour ce qui concerne la Méditerranée orientale. Et on espère progressivement d'avoir aussi notre deuxième bateau, le Costa Toscana, bateau GNL, prêt à Marseille. Patrick Pourbet, quel est votre calendrier de reprise? Vous aviez déclaré dans la presse que MSC prévoyait un déploiement total de ces navires sur l'été 2021. Est-ce que cet objectif est toujours réalisable?
Alors c'était évidemment, à ce moment-là, c'était une projection, c'était il y a quelques temps, avant la troisième vague, on va dire. Donc, mais on reste quand même très optimiste pour cet été. Et sur les 18 bateaux que compose notre flotte, on pense qu'une dizaine de bateaux peuvent encore naviguer cet été. Et donc ça, c'est l'objectif. Alors on a le MSC Grandiosa, comme je disais, qui navigue toutes les semaines au départ d'Italie. On espère de Marseille très très rapidement, le plus rapidement possible. Et puis on a prévu, déjà planifié maintenant le démarrage d'un second bateau au 1er mai, avec également un itinéraire en Méditerranée occidentale. On y a adjoint des nouvelles escales dans les Pouilles, en Sicile, qui permettent on a trouvé des endroits où on va pouvoir privatiser pour avoir une escale plage, je dirais, à ajouter, ce qui va offrir plus de liberté à nos passagers en croisière. Mais donc voilà un peu la configuration aujourd'hui. On est en discussion également avec le nord de l'Europe. On est en discussion avec la Grande-Bretagne. Là, on l'a annoncé il y a quelques jours, mais donc on va lancer un navire pour le marché britannique, puisque eux sont un petit peu en avance, il faut bien le reconnaître, par rapport à nous. Et donc on s'adapte et on trouve, et toutes les opportunités qui se présentent à nous, on est prêt à les étudier pour s'adapter et faire fonctionner, je dirais, faire partir cette flotte. Hervé Belaïch, vous aviez repris les croisières l'été dernier de façon très locale en Méditerranée. Que prévoyez-vous pour les mois qui viennent et jusqu'à la fin de l'année là ? Alors, on n'a pas repris que localement, parce qu'on avait fait des croisières en Islande, dans les fjords norvégiens, en Arctique, dans le Kamchatka, en Polynésie, et aussi en France, en Corse et en Bretagne. Là, on prévoit en fait, finalement, de garder notre schedule tel que prévu, nos itinéraires tels que prévu, avec des croisières autour de la Corse, des croisières en Bretagne. On a aujourd'hui l'autorisation d'ores et déjà d'opérer les croisières en Islande dès début juin. Donc les croisières en Islande opéreront. Et donc voilà, et on a des croisières en Polynésie, on a des croisières. Donc aujourd'hui, on n'a pas changé drastiquement notre schedule. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on décale. On avait prévu une reprise au départ en avril. En avril, on a décalé. Donc on ne reprendra pas en avril, on ne reprendra pas en mai. On reprendra en juin partiellement sur certains départs en Islande, comme je l'ai dit. Mais voilà, la question aujourd'hui à date, c'est de se dire est-ce que juillet et août sera sauvé ? C'est la question principale. Oui, c'est évidemment la grande question que tout le monde se pose dans l'ensemble du secteur du tourisme. Herminio Esquena, on va voir le chiffre s'afficher à l'écran. La baisse de chiffre d'affaires des principaux armateurs en 2020 par rapport à 2019 a été de 73 à 80% selon Roland Berger. Quand on les interroge en privé, ces armateurs, ils répondent qu'en 2021, la baisse sera encore de 60 à 70% par rapport à 2019. Ça signifie évidemment que la reprise dans l'esprit des croisiéristes sera forcément très progressive. Est-ce aussi votre avis, Herminio ? Vous êtes évidemment très, très dépendant de la reprise du transport aérien pour acheminer vos passagers, ainsi que des contraintes de déplacement imposées par chaque pays. Et tout ça, évidemment, Herminio, ne va sans doute pas se faire du jour au lendemain. Alors, bien évidemment, la reprise va se faire d'une manière graduelle, progressive, décidément raisonnée. Une activité qui a été à l'arrêt, ça a été rappelé par l'ensemble des interlocuteurs aussi longtemps, a forcément des conséquences, cet arrêt économique, financière très importante. Néanmoins, c'est une industrie dont la résistance, la résilience, la flexibilité ont fait leurs épreuves depuis des décennies. La confiance des clients n'a jamais fléchi. Malgré l'arrêt, cela a été rappelé, mais je veux insister là-dessus, malgré cette année d'arrêt, les réservations n'ont jamais manqué. Parce que, en plus, les armateurs et leurs clients, dans cette fusion qui fait, on appelle tout le monde des croisiéristes, sont dans le temps long. Les réservations se font 12, 16, 18 mois à l'avance. Et donc, cette spécificité donne une perspective, mais aussi une clairvoyance. Mais la reprise se fera graduellement. Par rapport à la dépendance du monde aérien, bien évidemment, il y a un lien, mais la flexibilité d'un produit qui est un produit de vacances à part entière, qui n'a pas de fondation, qui peut évoluer de partout dans le monde, atténue cette dépendance. En plus, porté par des protocoles sanitaires qui font que ce produit de loisirs, ce produit de vacances qui est porté par l'ensemble des compagnies, a une dimension qui est inédite et qui va décidément faire la différence dans les mois et dans les années à venir.
Alors dans la croisière, la confiance des passagers est vraiment la clé de la reprise. On ouvre notre troisième rubrique, l'image du jour. Patrick Pourbet, on a tous en tête ces images de paquebots comme le Diamond Princess qui s'affiche à l'écran. Ces paquebots contraints d'errer de port en port au début de la crise du Covid. L'image de la croisière en avait pris un coup, très clairement. Il faut donc, et c'est vraiment la clé, je le disais, redonner confiance aux consommateurs. On l'a dit, vous avez toujours continué à opérer pendant la crise. Vous avez donc pu expérimenter les protocoles sanitaires. Quel bilan en faites-vous, Patrick ? Eh bien, si on regarde dans le rétroviseur et qu'on analyse ce qui s'est passé avec le Diamond Princess, parce qu'il faut en parler en toute transparence, et c'est évident, et on a appris beaucoup de choses, je pense qu'une grande règle maritime a encore été ébranlée. Le monde moderne n'est pas le monde qu'a connu le monde du maritime pendant des centaines, voire des milliers d'années. La règle absolue, c'était un bateau, on a une déclaration de malade à bord, il est en quarantaine. Souvenez-vous, dans toute l'histoire, on a vécu des bateaux en quarantaine avec des passagers qui étaient, je dirais, sacrifiés, entre guillemets. Malheureusement, il y a eu le même réflexe avec le Diamond Princess qui est arrivé au Japon au début de crise, quand le Japon ne savait pas, chez nous, on ne l'avait pas encore, la crise, et donc tout le monde était très surpris. On n'a pas su comment opérer les choses. Et on a créé un cluster à bord. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien ce que c'est un cluster. On essaye de les éviter. Là, on a fait l'inverse. On l'a créé à bord. Et évidemment, les conséquences ont été désastreuses, puisqu'il y a eu 600 cas, plusieurs décès à bord du bateau. Aujourd'hui, évidemment, on a pris toute la dimension de cela. Les États nous écoutent aussi, parce qu'il faut communiquer. Et donc, aujourd'hui, bien évidemment, tout a changé. Et le bateau qui pouvait être le pire cluster, aujourd'hui, c'est en fait l'inverse qui se passe. C'est qu'avec un bon protocole sanitaire, un bon système qui permet de prévoir tous les cas d'espèce, eh bien, le bateau devient l'endroit le plus safe, le plus sécurisant, même par rapport à certains endroits à terre. Et ça, aujourd'hui, c'est une énorme différence. Et donc, ce protocole, évidemment, était basé sur cet enseignement. Et donc, le protocole prévoit toute une série de mesures qui fait que le cluster ne peut pas arriver à bord. L'étanchéité totale, non, ce n'est pas l'objectif, mais l'objectif est de prévoir tous les cas d'espèce. Et c'est ce qu'on a cherché à mettre en place pendant plus de 5 mois, en découvrant tous les jours un petit peu plus d'enseignements sur ce fameux virus. Et aujourd'hui, la démonstration est là, puisque nous naviguons 30 croisières, 50 000 passagers en toute sérénité. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des alertes, oui, il y en a eu. Le fait de tester tout le monde avant de monter à bord, évidemment, est l'élément premier crucial. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun environnement terrestre aujourd'hui qui peut déclarer « Voilà, tous ces gens se rencontrent, mais tout le monde a été testé. Nous sommes les seuls à le faire au monde. » Et ça, c'est la force aujourd'hui du paquebot de croisière. Patrick, juste un mot. Si jamais il y a un cas de Covid l'été prochain sur un de vos bateaux, il se passe quoi ? C'est prévu. Et ça fait partie du protocole, c'est-à-dire que sur le bateau, on a la capacité d'isoler le passager dans une zone de bateau qui était destinée à cela, avec des médecins, avec des infirmières, avec les tests qu'on peut faire à bord, que ce soit l'antigénique ou le PCR, et avec surtout d'éviter le cluster, c'est-à-dire qu'à la première escale, tous les ports de la croisière sont au courant, bien évidemment, et un protocole a été établi avec les ports. Donc le passager qui est éventuellement identifié, un cas d'alerte, le passager est débarqué à l'escale suivante. Alors, on était beaucoup plus loin dans la démarche, puisqu'on a même prévu le rapatriement, les frais, tout ça. Donc, on a, en ce qui nous concerne, avec MSC Croisière, on a fait un partenariat avec Europe Assistance, qui nous ont concocté une assistance assurance spécifique. Et on a, nous, demandé obligatoirement aux passagers de prendre cette assurance. Ce qui veut dire que le client... l'hôte, il est complètement protégé. Si ça se déclare, il sera débarqué avec ses proches, la bulle familiale, et il sera rapatrié à la maison, sa croisière sera remboursée. Il n'aura pas risqué tout, je vais dire, en prenant ce risque croisière extrêmement limité. Raphaël D'Ambrosio, vous avez mis en place un protocole appelé Costa Safety Protocol. Soyons clairs, Raphaël, lors de la reprise cet été, est-ce qu'on pourra faire encore des excursions lors des escales ? Est-ce qu'il n'y a pas là un risque à mélanger vos passagers avec la population locale ? Justement, on vient sur le discours du protocole qu'on vient de commenter avec Patrick Hervé. Effectivement, le critère qui nous aspire, c'est la sécurité. Sécurité dans le sens de la sécurité des passagers, sécurité pour les membres de l'équipage et la sécurité pour les populations qui en visitent.
Ça, c'était le phare, ça, c'était le guide qui a nous inspiré dans les différentes activités. Si on considère l'aspect des excursions, et la réponse est non. Parce que le Costa Safety Protocol exige que le même standard de sécurité qui est appliqué à bord continue aussi lors des excursions. Signifie qu'on maintienne le geste barrière, signifie qu'on maintienne la distanciation sociale, signifie que cette boule sanitaire créée dans la croisière doit être maintenue. Pour maintenir ça, c'est nécessaire que les excursions soient effectuées dans le contexte du protocole. Soyons concrets. Les excursions obligatoires avec Costa réassurent le passager, les autres passagers bien évidemment, le membre de l'équipage, aussi la destination que nous allons à visiter, la communauté que nous allons à visiter après. Concrètement, qu'est-ce que signifie? Signifie que la participation est beaucoup plus réduite, le geste barrière doit être respecté, signifie que les autocars qui sont utilisés pour les excursions sont désinfectés à chaque usage. Tous les éléments qui sont présents sur le bateau continuent aussi pendant les excursions. Et si on dit que la sécurité c'est la priorité, on a aussi un autre élément, l'accessibilité. Alors, 5 excursions sont disponibles à 99 €, vous voyez. Il y a aussi un concept où cette priorité qu'est la sécurité est effectivement quelque chose qui est à mesure aussi pour le client. Hervé Belaïch, la vaccination obligatoire avant d'embarquer n'est-elle pas finalement le seul moyen de rendre les croisières presque totalement sécurisées? Quand vous en parlez entre professionnels, entre croisiéristes, est-ce que le sujet est tabou aujourd'hui? Effectivement, les croisiéristes ont toujours voulu mettre le niveau de sécurité à son niveau le plus haut. L'année dernière, quand on a repris les activités, certains d'entre nous ont imposé les tests PCR alors que ce n'est pas du tout la norme pour voyager. Aujourd'hui, ça l'est, mais donc, quelque part, les croisiéristes ont eu 6-8 mois d'avance par rapport à ça. Les vaccins, aujourd'hui, ce n'est pas encore une norme à l'heure à laquelle on parle. Maintenant, il se trouve que de plus en plus de croisiéristes le recommandent, voire l'imposent. Alors, on a vu 2-3 croisiéristes en janvier-février, un peu exotiques, le proposer, l'imposer. Ce qu'on a vu en mars, c'est un déferlement. Sur les 30 croisiéristes que Ponant suit de manière un peu plus particulière, il y a la moitié de ces croisiéristes ont imposé la vaccination. Donc, il se passe quelque chose dans le monde des croisières. Effectivement, peut-être que dans certains cas, pour certaines destinations, ou pour certains types de croisiéristes, la vaccination sera obligatoire. Et la question va se poser de savoir si c'est obligatoire pour les clients finaux et pour les crews, pour les membres d'équipage. Il me semble que ça risque de devenir la norme pour cet été. En tout cas, si ça n'est pas pour cet été, en termes de normes, ça le sera assez vite, il me semble. Oui, on va suivre ça évidemment avec intérêt. Herminio Esquena, respecter les distanciations sociales, porter le masque à bord, ne plus avoir de buffet non plus à bord. Est-ce que l'expérience passager, Herminio, ne va pas être dégradée par toutes ces mesures? Prendra-t-on encore du plaisir à être à bord de vos paquebots? On prendra du plaisir, mais on prendra de plus en plus. L'expérience n'est pas dégradée. Elle est adaptée, elle est sécurisée. Si je reprends votre dernier propos, le buffet, il n'y a plus de buffet, mais il n'y a plus la partie, on va dire, presque fastidieuse ou ludique, selon vos appréciations du buffet, c'est-à-dire le fait de se lever et aller chercher votre plat. Le buffet, il vous est servi à table, donc on s'adapte. Et je dirais d'une manière générale, cela illustre bien la flexibilité d'une industrie qui, aussi en matière sanitaire, a des décennies, voire même des siècles d'expérience. Et cette expérience est devenue une expertise aussi durant la période que nous traversons. Alors, je ne vais pas revenir sur les différentes mesures qui ont été déjà illustrées et qui sont encadrées par les protocoles portés par l'industrie elle-même, par CLIA. Mais je voudrais quand même rappeler ceci. Les quelques mois d'arrêt avant la reprise partielle depuis l'été dernier ont été justement utilisés par les armateurs à cet escient.
vous remarquerez que les croisiéristes n'ont pas immédiatement réclamé un retour à la normale ou une reprise d'activité. On profitait presque de ces quelques mois pour étudier, élaborer, faire appel à des scientifiques, se confronter avec des instances internationales et nationales, élaborer donc des protocoles qui, sur la base de l'existant, sont allés très loin avec, cela a été dit, mais je le rappelle volontiers, une longueur d'avance inédite. Cela comporte donc un niveau de sécurité qui n'existe nulle part ailleurs. Les clients, ceux qui connaissent déjà la croisière, nous le reconnaissent et ils ont continué à nous faire confiance. Ceux qui aujourd'hui s'interrogent sur la façon dont ils vont consommer leurs loisirs, la façon dont ils vont partir en vacances, ne sont certainement pas insensibles à autant de robustesse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un paquebot de croisière, quelle que soit la compagnie, quelle que soit sa dimension, est décidément l'endroit loisir de vacances le plus adapté à cette situation qu'on puisse se trouver aussi bien en mer qu'à terre. Autre sujet important, Raffaele D'Ambrosio, les agents de voyage vont jouer un rôle clé dans la reprise des croisières. Vous avez ouvert pour eux à la mi-avril une nouvelle plateforme, la Costa Academy, c'est bien ça ? Oui, absolument. On voit que les agents de voyage, comme en général les partenaires de la distribution, vont jouer un rôle clé pour la reprise. Je veux dire que les agents de voyage ont déjà joué un rôle clé pour la gestion d'une situation inédite dans la dernière année, pour la gestion de notre client commun. Et je profite aussi pour le remercier pour cette activité qui était faite dans une situation très difficile. On a vu qu'il y a pas mal de nouveautés, soit des nouveautés de produits, soit l'évolution de le protocole. On a beaucoup écouté et on a bien compris qu'il était nécessaire de mettre à disposition quelque chose aux agents de voyage pour s'informer, pour se former. Et ça, c'était l'idée de la Costa Academy. La Costa Academy, c'est un système de e-learning. C'est 27 modules disponibles dans notre site dédié à les agents de voyage, le Costa Extra. Et Costa Academy a l'objectif de transférer, de partager des évolutions de protocoles, des évolutions de produits, les évolutions en matière aussi de développement durable avec la communauté des agents de voyage. La réponse était immédiate, était très positive. Soit les agences indépendantes, soit le réseau, tout le monde a ouvert les ports. On a organisé 40 webinaires avec des agents de voyage qui étaient très, très bien appréciés. On continue. On a déjà eu la possibilité d'échanger avec 2000 agents de voyage en France. Ça, c'est très positif. C'est positif parce que le secteur est actif. Le secteur a envie de bouger, d'être déjà dans un contexte de reprise. Et ça, c'est vraiment très, très encourageant. Hervé Belaïch, chez Ponant, comment allez-vous accompagner la reprise auprès des agents de voyage ? Je crois qu'on ne parle pas assez de ces équipes, justement, des équipes à la fois commerciales, des équipes d'agents de voyage, qui ont envie de revenir, de se rencontrer. On le voit ici, l'IFTM en virtuel, très bien, on a tous envie de refaire un IFTM en réel. Donc ma premier élément de réponse, c'est le terrain, vraiment retourner sur le terrain, faire en sorte qu'il y ait des vraies rencontres entre nos commerciaux et les agences de voyage. Je dois dire que les équipes sont quelque part, on a essayé de tenir le lien, garder l'engagement, mais sont un peu démoralisés par ce qui se passe. Alors, on a une excellente directrice commerciale France, Nathalie Lopez-Desroches, qui tous les jours fait le lien, entretient, fait des jeux, etc. Mais à la fin, il faut revenir sur le terrain. Donc ça, c'est un premier sujet. Ensuite, on va aussi, évidemment, adapter nos méthodes, faire aussi beaucoup plus de rencontres virtuelles, utiliser des nouvelles méthodes d'approche, comme on a fait sur effectivement des webinaires où voilà, la profession s'est transformée en cela. Et puis je dirais une dernière chose, c'est finalement les agences de voyage demandent à avoir des bons produits. Le produit croisière est un bon produit. On voit les taux de repeat supérieurs à 50% en général dans le monde de la croisière. Lorsqu'un client qui ne connaît pas la croisière vient en croisière, il revient en croisière, c'est un produit qui est finalement assez facile à vendre et à vendre à nouveau. D'avoir des bons produits pour cet été, avoir une bonne équipe commerciale qui soutient, je pense que c'est la clé de la reprise.
Patrick Pourbet, Hervé Belaïch vient de le dire, la croisière est un bon produit pour les agents de voyage. C'est un produit très rémunérateur. La crise va-t-elle faire évoluer les relations entre les croisiéristes et les agents de voyage? Comme les tours opérateurs, vous êtes payé par les agences après le départ des clients, mais vous dites, vous, ce n'est plus possible. Il faut que les agences payent 30 jours avant le départ. Soyons clairs, Patrick. Vu le rapport de force aujourd'hui entre la distribution et la production, on imagine que cette proposition a peu de chances de voir le jour? Eh bien, pas du tout. Mais laisse-moi d'abord répondre à ce qu'on a fait par rapport aux agences de voyage, parce que c'est vrai que nous aussi, on a gardé un fil rouge avec ces agences de voyage qui avaient besoin de nous. Hein. N'oublions pas, chez nous, on a 90% de la distribution de nos produits se font via agences de voyage, ce qui est énorme. Et donc, il a fallu être présent avec tous ces vouchers et toute cette gestion. Il a fallu être présent. Donc, nos équipes ont été sur le pont depuis le 17 mars, où on était confinés, mais avec les moyens qu'on connaît maintenant, Teams et tous ces outils. Et donc, ça nous a permis d'être constamment en contact avec les équipes de distribution et de les accompagner. On a même parfois été aidés, des agences qui étaient fermées, pour les aider à contacter leurs clients pour valoriser ces vouchers. Et donc ça, c'était un effort très important. Ensuite, c'est vrai qu'il y a le sujet dont tu parles, et je ne veux pas y échapper du tout. Je répondrai avec grand plaisir, parce que ce n'est pas un sujet que nous avons initié, nous, MSC Croisières. C'est un sujet qui est sur la table de tous les tours opérateurs, qui a déjà été étudié à de nombreuses reprises lors de congrès du CETO, lors de discussions avec les EDV. Donc ce n'est pas du tout un nouveau sujet. Et en ce qui nous concerne, c'est clair qu'à partir du moment où on a 90% de la distribution qui est faite via les agences de voyage, c'est un sujet qui nous concerne évidemment au premier chef. Alors, très clairement, l'idée était de profiter peut-être de cette période où on va devoir repartir quelque part. On a un espèce de point mort, il va devoir repartir. Donc je pense que l'époque était propice pour une discussion. Et c'est ça qu'on a proposé. Et en fait, on a eu des discussions, alors sans faire de bruit. Alors c'est vrai que les médias ont été un peu ravageurs, j'ai envie de dire, mais notre esprit, il était très clair, c'était de mettre le point sur la table entre partenaires, parce qu'on a de très nombreux partenariats en France. Entre partenaires, il n'y a pas de sujet tabou. Ça, c'est une règle d'or, et je pense que tous nos partenaires l'apprécient. Et donc, avec chacun de nos partenaires, un par un, nous avons eu de longues discussions, on avait le temps de le faire, sur ces sujets, en comprenant les plus, les moins, les préoccupations des uns et des autres. À aucun moment, il était question de réduire les rémunérations ou de chercher le dernier carat, ça n'a jamais été l'objectif. Mais c'était quelque part de chercher quand même à s'aligner sur ce qui se passe partout ailleurs en Europe. La France est le seul pays où on a ce système. Et donc, un jour ou l'autre, ça pourrait être néfaste, simplement, au monde du tourisme en France. Et donc, il est temps de se pencher, mais de façon très ouverte. Et c'est ce qu'on a fait. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, après, voilà, toutes les discussions ont eu lieu. Bien évidemment, il n'y avait aucune pression. Le rapport de force, moi, je l'ignore, parce qu'il n'y a pas de rapport de force. Oui, peut-être que certains le pensent, mais je pense qu'aujourd'hui, une bonne relation entre un partenaire distributeur et un partenaire producteur, c'est d'être autour de la table à égale distance. Et ça, c'est le plus important, et c'est ce qu'on a eu dans toutes les discussions. On a eu quelques avancées qui ont été des efforts qui ont été faits de part et d'autre, et aujourd'hui, nos relations avec tous nos partenaires sont excellentes. Bon, c'est pareil, ça c'est un sujet qu'on va suivre évidemment de très près dans les mois à venir. Herminio Esquena, les croisiéristes n'ont pas rogné sur leur capacité, ils n'ont pas non plus retardé ou annulé leurs commandes pendant cette crise. On va se retrouver, Herminio, avec une offre pléthorique. Alors bien sûr, c'est un marché de l'offre, hein, la croisière. Il va bien falloir remplir ces bateaux. Est-ce que la reprise, Herminio, va se faire à prix cassé ? Au risque de vous décevoir, ou peut-être, j'espère davantage de vous provoquer, moi, je ne crois pas au prix cassé. Je crois au prix du marché. Je crois en l'animation commerciale. Et je crois en une offre qui va être variée, comme elle a toujours été, et sur laquelle les armateurs vont porter aussi un contenu qui est loisir, avec une accessibilité tarifaire qui sera celle qui s'imposera selon la reprise graduelle et raisonnée. Je n'ai pas vocation à commenter les accords, bien évidemment, commerciaux des armateurs avec leurs clients, les premiers, les agents de voyage. Mais, vous le soulignez vous-même tout à l'heure, c'est une industrie qui est historiquement fortement rémunératrice,
avec un produit qui est fidélisant. Tout cela est reconnu par les professionnels de la distribution. Et donc, je pense qu'on va assister à quelque chose qui va être beaucoup moins dans la mythologie ou dans la diabolisation de la promotion, plutôt que sur quelque chose qui va s'instaurer sur, à nouveau, la logique d'une reprise graduelle. Alors, les défis qui attendent l'industrie de la croisière après cette crise du Covid sont très nombreux. C'est notre dernière rubrique, Le monde d'après. Raffaele D'Ambrosio, avec la crise, les critiques sur l'empreinte écologique des bateaux de croisière se sont amplifiées. Vous avez été très clairement l'un des armateurs pionniers sur les bateaux au GNL, le gaz naturel liquéfié. Craignez-vous, Raffaele, que ces critiques aient un impact sur votre business ? Mais effectivement, c'est un sujet très important. Et dans les dernières années, on a eu la possibilité de réfléchir. Et la réflexion a nous porté à dire qu'on a confirmé notre choix stratégique de bien développer la croisière au sein du développement durable. Le développement durable n'est pas un élément de communication ou de marketing. Le développement durable, c'est maintenant la transformation de l'ADN du groupe Costa pour nous préparer à le monde de demain ou, si vous voulez, le monde du présent. La compagnie a fait des investissements très importants. On parle de 230 millions d'euros entre le 2015 et le 2019 pour justement mettre en œuvre des bateaux comme le Costa Smeralda au GNL qui signe en première étape. Ce n'est pas la fin, ça c'est une étape d'un chemin plus long et notre souhait, notre ambition, c'est d'avoir un bateau zéro émission. Le chemin est long, mais les étapes sont très concrètes et les intentions sont les plus correctes. D'autre côté, il n'y a pas seulement le discours quand on parle de développement durable, de la partie environnementale, c'est beaucoup plus chez nous. Okay? Et on voit aussi la nécessité d'un développement qui passe pour l'acceptabilité de la croisière, l'intégration sociale de la croisière, la promotion de la destination qu'on visite avec notre bateau. À ce sujet, on a commencé des projets très concrets. Je peux citer un des projets qu'on a développé à Marseille, à Pointe-à-Pitre, à Fort-de-France avec les banques alimentaires. C'était la distribution de repas qui étaient produits à bord et pas consommés à des populations qui sont en état de besoin dans la destination qu'on visite. Alors, d'un côté, les enjeux environnementaux, mais l'industrie est déjà là, avec des éléments concrets, factuels. Peut-être on doit améliorer dans la façon avec laquelle on le communique. Et ce n'est pas que ça, on continue dans cette direction. Patrick Pourbet, Venise vient d'interdire aux bateaux de croisière d'approcher la vieille ville. Pour beaucoup, les croisières sont devenues synonymes d'excès en tout genre. Bateaux trop gros, surtourisme à Venise, Dubrovnik ou Barcelone. Est-ce que c'est la fin des paquebots de 5 000 à 6 000 passagers? La croisière, Patrick, doit-elle revenir à un développement plus raisonné, plus raisonnable? Mais ce n'est pas du tout inconciliable. Et donc la taille du bateau n'a rien à voir en fait avec ce développement. C'est vrai qu'en France encore, on a beaucoup d'idées préconçues sur ces sujets. Mais il faut les aborder. Et c'est vrai qu'il est important pour nous aussi, croisiéristes, de communiquer davantage. Raphaël, tu le disais, sur l'environnement, on est tout à fait d'accord aussi. On a tous, avec nos compagnies, travaillé énormément sur ces sujets. On vient, nous aussi, au GNL, avec le premier bateau qui sera construit à Saint-Nazaire en GNL, qui sortira l'année prochaine. On est sur ces sujets et c'est sans relâche pour arriver au zéro émission, clair. Alors, pour parler maintenant de Venise, là aussi, une idée préconçue. Le public a l'impression qu'il y a une espèce de force incroyable, de rapport de force immense de compagnies de croisière sur une ville comme Venise. Ça n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on nous dit vous n'allez plus partir de Venise, même vous allez aller juste à côté à Marghera, ça ne nous pose aucun problème.
Simplement, la ville de Venise a investi dans un terminal de croisière qu'ils veulent rentabiliser. Il y a des intérêts de marchands tout près de ce terminal. Il y a tout un écosystème qui fonctionne et il y a des réactions en Venise aux réactions de protection. Donc il y a cette bataille qui nous échappe un petit peu quelque part. Pour nous, le fait de partir de Marghera nous pose absolument aucun problème. Il n'y a jamais eu de pression sur Venise pour partir de Venise et de passer devant la place Saint-Marc. Donc ça, c'est aussi quelque chose à comprendre. Une idée préconçue aussi, on parle de... Bon, Dubrovnik est un bel exemple. Dubrovnik est un bel exemple parce que là aussi, là, on parle d'une cité historique qui est réduite de taille et donc il ne peut pas accueillir tout le monde. Donc il y a bien un moment, il faut réguler. Eh bien, Dubrovnik est un excellent exemple. On a trouvé un accord, toutes les compagnies, avec le port de Dubrovnik et il y a un nombre de bateaux qui est prévu par jour. Il ne dépassera pas ce nombre et on s'en est accommodé sans aucun problème. Donc on trouve des solutions. Dernière chose, Barcelone, parce que je veux aussi venir sur Barcelone. On a beaucoup critiqué les bateaux de croisière à Barcelone parce que les Barcelonais en avaient marre du tourisme. Et quand on a analysé un peu les choses, on s'est rendu compte que ce n'est pas les bateaux de croisière qui étaient la nuisance. Les bateaux de croisière arrivent le matin, les passagers font leur visite, et à 18h, les bateaux sont partis, plus ou moins. C'est en général le schéma classique. Qui est-ce qui faisait la nuisance à Barcelone ? Ce sont les jeunes, et mes enfants l'ont fait aussi, je dois bien le reconnaître, qui ont été loués à Airbnb dans un immeuble d'habitation, qui ont fait la fête, qui ont fait des nuisances sonores, qui ont traîné dans les rues le soir. Et c'est ça qui a fait le débordement de Barcelone. Ce ne sont pas les croisiéristes. Hervé Belaïch, pour poursuivre cette discussion, beaucoup disent qu'après cette crise, on va voyager moins, mais mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est vrai que cette crise a accéléré certains comportements, beaucoup l'ont dit, de sens, quête de sens, pourquoi finalement on fait les choses, pourquoi est-ce qu'on vit, de la place de l'humanité dans le monde. Alors pour le voyage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les gens se posent la question de finalement pourquoi voyager ? Est-ce que c'est pour passer du temps entre amis, en transgénérationnel, entre les grands-parents, les parents, les enfants ? Est-ce que c'est pour découvrir l'altérité, la destination ? Et donc tout ça permet de mieux structurer. Nos partenaires agences de voyage nous ont dit finalement, effectivement, que certains modèles encore plus vertueux que ce qui était précédemment, un peu moins, on va dire, consumériste, mais plus ayant du sens, c'est quelque chose qui allait être lié au voyage de demain. Donc il y a eu beaucoup de groupes de travail, pas animés que par Ponant, et pas animés que par des croisiéristes, c'est aussi par des groupes sur Facebook, etc., sur finalement c'est quoi le tourisme de demain. Et on s'est rendu compte que effectivement une des tendances pourrait être finalement de voyager mieux en voyageant moins, peut-être de consommer mieux, plus intelligent, avec plus de sens. Et on est ravis, je pense que les croisiéristes s'intègrent dans ça, et je pense que les agents de voyage seront ravis en fait, de distribuer des produits de croisière parce que ça amène ça. Quand on parle du transgénérationnel, c'est un produit de la croisière. Quand on parle de la destination, c'est un produit de la croisière. Quand on parle de responsabilité sociale d'entreprise, la croisière porte haut le fanion de ça. Herminio Esquena, surtourisme, écologie, on vient de le dire, les défis sont nombreux pour l'industrie de la croisière. Vous déclariez récemment au Figaro que la croisière peut s'adapter plus facilement car elle n'a pas de fondation. Que vouliez-vous dire par là ? Alors, en fait, j'utilisais une spécificité de notre outil de travail, du bateau, comme métaphore pour illustrer un concept plus large, plus profond, plus enraciné, celui d'une clairvoyance industrielle, entrepreneuriale, qui fait de cette industrie une des industries les plus résilientes, les plus résistantes, les plus flexibles. D'ailleurs, la preuve, en l'espace de à peine un peu plus de 2 décennies, la croisière est devenue un secteur incontournable dans les flux touristiques mondiaux, alors qu'on en parlait à peine, ou en tout cas qu'aux États-Unis, il y a quelques années encore. Donc je pense que cette résistance, cette résilience montre bien à quel point le secteur de la croisière peut affronter les défis que vous évoquiez. Ils sont nombreux, certes, mais ils ne sont pas insurmontables. J'ai presque envie de dire que les défis font que cette industrie peut regarder encore plus loin, peut porter la transition énergétique. Mais ce sont des défis qui doivent être affrontés avec cette clairvoyance. Si je reste sur mon dernier exemple, la transition énergétique, mes amis ont parlé du gaz, du GNL, c'est très bien. Et ils ont même insisté sur le fait que ce n'est pas une réaction
à une crise médiatique, parfois une hystérie collégiale. Si on en est aujourd'hui à avoir des paquebots propulsés au gaz naturel liquéfié, c'est parce que les armateurs ont commencé leurs études et à investir dans ce nouveau mode de propulsion il y a des années. Et c'est bien cette clairvoyance qui va faire que les défis qui se présentent devant nous vont être affrontés et surmontés. Bien, nous arrivons au terme de cet épisode des ateliers d'IFTM. J'aimerais vraiment vous remercier, messieurs. Merci d'avoir participé à cet atelier. C'était vraiment passionnant. On a appris plein de choses. J'aimerais évidemment remercier nos internautes qui nous suivent chaque semaine plus nombreux. On se donne d'ailleurs rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et pour suivre en temps réel toutes les nouveautés et le programme des ateliers de l'IFTM, je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux @IFTM ainsi qu'à la newsletter. Et puis évidemment, on se donne rendez-vous en physique sur IFTM du 5 au 8 octobre prochain. À très bientôt. Bonne fin de journée à vous.